Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans nos sociétés africaines, les choix électoraux se font le plus souvent sur une base communautaire, régionale ou même ethnique. De sorte que les conflits intercommunautaires, lorsqu'ils interviennent, même entre deux personnes, finissent par prendre des proportions insoupçonnées. À quelques mois du scrutin présidentiel d'octobre 2020, notre préoccupation aujourd'hui est la suivante. Les politiques jouent-ils franchement le rôle qu'on attend d'eux? Ou bien s'emploient-ils dans l'ombre à attiser les braises à des fins électoralistes? Nous allons essayer d'élucider tout cela avec deux représentants du RHDP. Monsieur Konaté Siriki. Monsieur Konaté Siriki est directeur exécutif adjoint chargé des organisations professionnelles au sein du RHDP. Il est un élu local aussi dans l'ouest du pays. Il est, comme vous le savez, par ailleurs, ministre de l'Artisanat. À côté de lui, il y a monsieur Kramo Kwasi. Monsieur Kramo Kwasi est lui aussi directeur exécutif adjoint au sein du RHDP, en charge, et puis il est aussi élu local. Il est maire de Bokanda, voilà, précisément. Nous avons beaucoup d'élus locaux sur ce plateau. En face d'eux, c'est la position géographique qui m'indique. Le représentant du PDCI, M. Bénié Bourou-Dakwa. M. Bénié Bourou-Dakwa est député d'Abangourou, sous-préfecture. Oui, bien sûr. Et au sein du PDCI, il est membre du bureau politique. Le FPI est représenté ici par M. Konaté Navigué, qui est vice-président du FPI, du Front populaire ivoirien. Le seul à ne pas être un élu local. D'accord. Pas pour le moment. Pas pour le moment. À tous, je voudrais poser une préoccupation. Entre les communautés au plan national, lorsque les conflits interviennent, ça porte généralement sur les questions foncières. Alors, on se demande, est-ce que le souhait qui est souvent émis que de faire en sorte que chaque Ivoirien se sente en Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire, que se sente chez lui, est-ce que c'est illusoire? Monsieur Kramo. Merci, Monsieur Thomas Bayenki, de donner l'occasion de se prononcer sur une question aussi délicate que la question relative au conflit et au conflit qui touche aux questions foncières. Alors vous demandez si le souhait que chaque Ivoirien se sente chez lui, quel que soit le point géographique où il se trouve, est illusoire. Je suis d'accord avec vous que cela est une préoccupation importante. Il est difficile de répondre à la question, même si on reconnaît qu'elle est difficile. C'est vrai, il y a certainement du travail à faire pour que cela ne soit pas illusoire. Il est important que cela ne soit pas un vœu pieux. Il y a du travail à faire pour que nous puissions y parvenir. Sous d'autres cieux, cela s'est réalisé. Quand nous regardons plus loin, dans les pays dits développés, oui. Je prends le cas d'un pays que nous connaissons très bien, la France, vous pouvez quitter Paris et aller habiter à Lille, y mener vos activités en toute tranquillité, et puis vous sentir chez vous. Voilà. C'est vrai que chez nous, c'est encore un peu difficile. Il y a du chemin à faire, mais cela ne veut pas dire que c'est illusoire. C'est une mise en bouche. Alors, monsieur Konaté Siriki, un ressortissant, un originaire de Séguéla, maire d'Abobo, vous imaginez un jour, ou bien c'est un rêve, c'est une utopie, un ébrier maire à Séguéla? C'est le jeu des partis politiques, c'est les partis politiques qui choisissent leurs candidats. En ce qui me concerne, notre parti, le RHDP, fait de la question d'abord de la paix sociale son credo. N'oubliez pas que le slogan, quand même, c'est
le rassemblement des Ivoiriens. Et ce n'est pas seulement un slogan, c'est tout un programme politique qui accompagne donc cette grande vision, parce que la politique, elle est faite pour la population. Elle est faite pour servir la population, pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle se sente heureuse, dans un creuset qu'on appelle la nation ou le pays. De ce point de vue, il faut donc apporter une vision à cette population pour qu'elle se sente d'abord appartenir à ce creuset, à ce pays, et ensuite qu'elle crée des réflexes, des comportements qui permettent donc de vivre ensemble et de bien vivre ensemble. Et le rôle du politique, c'est de lancer donc cette vision et de créer les mécanismes. Et notre parti, le RHDP, en fait son credo. Et je pense que les résultats sont là. Nous allons bien entendu, avec le temps, vous donner quelques éléments précis de ce que vivre ensemble, c'est le creuset. Dans le creuset d'une nation, c'est les conditions pour pouvoir créer le développement, c'est les conditions pour pouvoir faire ce que nous voulons pour cette population. Et nous sommes sur la bonne voie en Côte d'Ivoire. La preuve, vous avez vu tout ce qui s'est passé ces jours-ci, les vœux qui ont été exprimés par les diplomates, par la communauté nationale dans toute sa composante. Chacun reconnaît que le pays est sur une bonne base, que le pays est en train de bien avancer donc, vers un but qui est donc le vivre ensemble et de bien vivre ensemble. D'accord. Monsieur Konaté Navigué, oui, merci, monsieur. Un constat. Le constat, il est très amer. Je suis content des souhaits qu'ils sont en train de mettre. Or, vous parlez de la réalité. C'est-à-dire que vous demandez si c'est une illusion de penser qu'on peut vivre ailleurs que chez soi. Mais évidemment, c'est une illusion. En l'état actuel des choses, ce n'est pas possible en Côte d'Ivoire. De vivre quelque part et de penser que par ce qu'on mène comme activité, on vit chez soi. C'est-à-dire qu'il est là, il est l'exemple. C'est-à-dire qu'il est député à Mans. Mais qu'un Yacouba ne peut pas être député chez nous. Ce n'est pas possible. On n'est pas encore arrivé à chez nous, à Kouto, par exemple, ou bien à Bundiali. Ce n'est pas possible. Donc, on n'est pas encore arrivé à ce stade de la nation. On n'a pas encore créé la nation pour arriver à cela, de sorte qu'un citoyen comme un ébrié, comme vous avez pris l'exemple, puisse aller à Korogo et être maire de Korogo ou bien député de Korogo. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Et donc, le vivre ensemble qu'il dit, qui était le slogan du RDR, en réalité, c'est vivre ensemble chez les autres et vivre seul chez soi. C'est ça, c'est le résumé de ça. Et le rassemblement dont il parle, c'est le rassemblement de la division, parce qu'aujourd'hui, avec la gestion de l'État de Côte d'Ivoire, il sait bien que le RHDP a contribué à diviser les Ivoiriens. Vous allez pouvoir répondre, mais finissons le tour de table. À établir la méfiance entre les Ivoiriens, la défiance entre les Ivoiriens. Donc, ce n'est pas bon de venir faire la langue de bois. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on va faire le constat amer, on va trouver des solutions idoines. Mais si on fait un constat biaisé, le diagnostic est biaisé, évidemment, la thérapie sera fausse. Donc, je souhaite que le débat soit très franc sur les questions essentielles de la Côte d'Ivoire. Monsieur un constat, puisqu'il veut qu'on ait un constat. Est-ce que... Monsieur Témoin Benki, votre question a été très claire. D'accord. Malheureusement, dans ce pays, on aime trop politiser, chercher toujours les sujets de politique là où il n'y a pas de politique. La question a été les communautés. Il n'est pas question de communauté politique. Jusqu'à ce que le PDCI perde le pouvoir en 1999. Vous, Thomas Bayanti, vous pouvez aller à Ferke, faire vos études dans une famille sénoufo, sans difficulté. Beaucoup de nos autorités ici, dans ce pays, ont été élevées par des gens du Nord. Et beaucoup de gens du Nord ont vécu à l'Est chez moi. Moi, par le passé, je parlais le moré. Parce que dans nos plantations, on était avec les Burkinabés qui nous enseignaient le moré. On a vécu avec cette population-là sans difficulté. Mais quand le PDCI a perdu le pouvoir, sur la base d'un concept qu'ils ont dénaturé et qu'ils ont montré au vu de la Côte d'Ivoire que le PDCI est un parti, je dirais, ivoiritaire. Aujourd'hui, on a vu ce que les mots que vous êtes en train de décrire là, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu cela. Mais ce n'est pas les politiques. Les Ivoiriens continuent de vivre sans difficulté chez les autres.
À l'heure actuelle, quelqu'un de Dabou peut aller s'installer à Niablé sans difficulté. Mais les hommes politiques ont tellement mis dans la tête des Ivoiriens que on n'aime pas les étrangers, le PDCI n'aime pas les étrangers, et donc finalement, on est parti de là à s'aborder un concept qui était parti pour rassembler, pour unir les Ivoiriens. Nous allons accorder un certain temps à la notion d'ivoirité, mais permettez quand même aux représentants du RHDP de réagir. Merci beaucoup. Je suis bien sur terre, nous sommes en Côte d'Ivoire. Ce que je dis, je ne dénature pas. Les Ivoiriens, ce n'est pas nous seulement, nous ne sommes que des élus. Nous vivons en Côte d'Ivoire. Vous faites le tour des villes de Côte d'Ivoire. Toutes les communautés vivent dans toutes les parties de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une loi dans notre constitution qui interdit à un Ivoirien d'aller soit travailler dans une autre ville de Côte d'Ivoire, de se marier à une autre ethnie de la Côte d'Ivoire, voilà. Et les gens vivent en symbiose. Ça, c'est une réalité. C'est ce qui permet à naviguer, d'être à Abidjan, comme à d'autres cadres aussi, ou à d'autres personnes qui ont des intérêts au nord, d'y vivre. Il n'y a pas que des nordistes au nord. Deuxièmement, la question est politique. Quand on parle de « il peut se faire élire à Ma », mais Yacouba peut se faire élire dans son village, on rentre dans le cadre politique. C'est un parti politique qui présente des candidats, et le candidat va vers des populations qui, en fonction donc des intérêts que le candidat offre ou des programmes que le candidat offre à ces populations réagissent. C'est ce qui permet donc à des candidats venus du Nord de se faire élire dans d'autres partis, comme à d'autres candidats aussi, faisons le tour de toutes les candidatures que nous avons en Côte d'Ivoire, de se faire élire dans d'autres villes de Côte d'Ivoire. À votre parti politique de travailler, d'aller dans ces villes, de travailler sérieusement et de se faire accepter par ces populations, par ces électeurs. Donc il ne faut pas... Il n'y a pas de loi. Un constat quand même s'impose. Bah, c'est au parti politique. Regardez quelque voilà, chose. Donc je voudrais que vous regardiez une situation. Oui, il n'y a aucun ressortissant du Sud qui soit un élu dans le Nord. Effectivement, je pense que dès maintenant, je demande par exemple au FPI, mais Naviguer du Nord, il est au FPI. Est-ce qu'il a sollicité le suffrage de ces populations? Si oui, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdiction à ce qu'un candidat d'une région, né dans une région, puisse être candidat ailleurs. S'il ne l'a pas fait, je pense que c'est à lui de développer son parti, de faire que son parti ait une base nationale. Parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit à un parti politique de présenter un Yacouba à Korogo ou de le présenter à Ferke ou à Wangolo. Donc, c'est au parti politique qui décide d'avoir un programme pour toute la Côte d'Ivoire, de se donner les moyens en trouvant les ressources humaines nécessaires pour compétir partout. Et le RHDP a travaillé à cela, à trouver des candidats qui peuvent être des candidats partout. Et c'est ce que nous voulons. Parce qu'il ne faut pas réduire la... Par exemple, vous avez par exemple Ahmed Bakayoko est un élu d'Abobo. Vous avez des candidats du RHDP élus ici à Abidjan et dans d'autres villes. Comme aussi... Je ne sais même pas pourquoi on veut problématiser un truc qui est assez simple. Au parti politique qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire, de se trouver des hommes et de travailler sérieusement à se faire accepter. Sinon, aucune loi un complément d'information. Oui, je suis un peu surpris par la tournure que prend la réponse à la question que vous avez posée. Je n'ai pas compris que c'était une question tout de suite politique. Vous avez demandé que nous nous prononcions sur les difficultés de cohabitation entre les Ivoiriens sortis de la question foncière. C'est pour ça que je dis qu'effectivement, sur cette question-là, il y a encore du travail à faire pour que, sur cette question précise du foncier, l'Ivoirien puisse se sentir partout chez lui. Alors, donc, si nous allons maintenant sur cette question... d'un point de vue politique. D'un point de vue politique, je voudrais, un peu comme dit mon frère Konaté Siriki, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi qui interdit que moi, Krabou Kwasi Baoulé, je sois candidat à Korogo. Et maintenant, comme il vient de le dire, il appartient au parti politique de développer, on va dire, son argumentaire ou de faire en sorte que si il y a nécessité qu'un candidat qui porte son étendard soit ressortissant d'une région sociologique autre que là où il est installé, il lui appartient de développer les arguments
et les compétences nécessaires pour que ce candidat-là puisse être porté au mandat qu'il sollicite. D'accord, ça c'était donc pour poser le principe. Mais lorsqu'interviennent les conflits, est-ce que les hommes politiques sont vraiment bien placés pour apporter leur contribution? Parce que les élus locaux, par exemple, dont vous êtes plusieurs ici, vous êtes préoccupés à satisfaire votre électorat. Alors, lorsqu'intervient un conflit intercommunautaire, j'ai presque envie de dire que vous avez un parti pris pour des questions électoralistes. Non, je voudrais vous rassurer, M. Baye. Il est bon quand même. Il est bon quand même qu'on restitue les choses. La politique, c'est d'abord cette volonté qu'un groupe se donne de pouvoir servir une population. Et dans ce cas précis, nous sommes des partis politiques, nous avons décidé de servir la Côte d'Ivoire avec des programmes et des visions. Et nous venons vers les Ivoiriens. Nous leur servons donc ce programme. Et les Ivoiriens qu'il faut respecter choisissent celui qu'ils pensent qui peut faire leur affaire. À partir de ce moment, il lui appartient de s'attaquer à la gestion, donc soit de sa localité ou du pays, en y apportant des réponses. Et dans le cadre de la gestion du pays, peuvent survenir des conflits entre des populations. Ces conflits, normalement, trouvent aussi leur réponse dans les règles, dans les institutions que nous nous sommes données. C'est quand le politique pense qu'il y a affaire à récupérer. Donc on rentre dans l'instrumentalisation politique d'une crise sociale que là commence le problème. Sinon, les conflits surgissent toujours dans des communautés. Et nous avons un État qui a des instruments pour pouvoir juguler ces conflits. Depuis donc, les communautés elles-mêmes qui ont une régulation interne, jusqu'à l'État lui-même qui a des institutions pour gérer ces conflits. Mais le politique, par souci souvent de manipulation, peut instrumentaliser ce conflit. Mais là, en ce moment, c'est un choix politique, mais je pense que ce n'est pas, le bon choix. Pas le bon choix. Monsieur Konaté Navigué... Oui, juste ce temps, c'est-à-dire que le RHDP, c'est la langue de bois toujours qu'on entend. Quand vous avez posé la question, vous avez demandé est-ce qu'en l'état actuel des choses, il n'est pas illusoire de penser qu'en Côte d'Ivoire, on peut vivre ailleurs? Est-ce qu'il n'est pas illusoire de penser qu'on peut vivre ailleurs en pensant qu'on vit chez soi? Évidemment, si c'est la vie entre les communautés, moi j'ai plein de parents à l'ouest qui sont installés, il n'y a pas de problème, jusqu'à ce qu'il y ait des conflits, il n'y a pas de problème fondamentaux. Mais quand le politique interfère, et c'est là que je l'interpelle, oui, c'est la préoccupation principale. Donc il ne faut pas rester sur les problèmes sociaux sans l'influence du politique sur les faits sociaux. Sinon, on ne serait pas à ce plateau-là pour discuter. Et je dis qu'en l'état actuel de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas encore arrivée au stade où un Yacouba puisse être élu ça, indépendamment des programmes que les candidats peuvent défendre. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas défendre un candidat qui est Yacouba et qui est à Korogo et qui peut être élu parce qu'il y a des pesanteurs tribales, il y a des pesanteurs encore de la sociologie, etc. etc. Mais on va débattre de la question de fond. Mais c'est ça que je voulais relever sur la question. Mais donc, il ne faut pas partir sur le dilatoire. Je pense que nous avons une responsabilité énorme. Nous, vous dites qui? Quand je dis les politiques, nous avons une responsabilité énorme. Le fait d'avoir une vision pour la Côte d'Ivoire, d'essayer de travailler sur l'homme ivoirien nouveau. Hein, aujourd'hui, c'est un concept qui est développé par nos amis du RHDP. C'est un bon concept. Ah, vous avez abandonné, vous avez même dénaturé le concept d'ivoirité, qui était un concept culturel, qui était le concept qui avait pour socle chercher quelle est l'identité de l'Ivoirien, qui permet à vivre avec les autres dans la cohésion sociale. Vous l'avez transformé à autre chose. Pour faire ce que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui, vous dites que c'est un concept qui est bien, d'accord, mais vous travaillez à quoi? À quel Ivoirien nouveau? Parce que l'Ivoirien nouveau doit être capable, demain, d'être maire à Saint-Fra, s'il est d'Abangourou. Il doit être capable d'être député à je sais pas, à Zenoula. Mais c'est ça l'Ivoirien nouveau, la capacité des hommes à être transformés en profondeur pour que les choix de demain soient des choix. Tout à l'heure, M. Kramo parlait en parlant de l'Europe. Mais ils ont mis du temps. Ça se construit, ça.
Monsieur Bénier, je voulais vous demander une précision. Je voulais vous donner un exemple. Oui. Vous êtes député de Abangourou sous-préfecture dans votre circonscription, même si vous êtes député national, un mandat national. Dans votre circonscription, voilà, il apparaît que les Djoula ont monopolisé le transport. Et puis, bon, allez, il y a des affrontements. Mais nous, on n'a pas ce type de conflit. Non, si cela arrive, mais si est-ce que vous n'êtes pas... C'est notre quotidien. Vous n'êtes pas un petit parti pris pour vos parents? Mais quel parti pris? Puisque nos cousins même sont des transporteurs avec eux. Aucun parti pris. D'abord, c'est notre quotidien. En tant que député, en tant qu'élu, nous avons la responsabilité de faire en sorte que quand il y a conflit, quelle que soit la nature du conflit, que nous soyons là pour le juguler. Donc ça... C'est pour ça que je dis tout à l'heure, votre question a été très précise. Les Ivoiriens vivent sans difficulté ensemble. Les hommes politiques, les falsificateurs il ne faut pas différencier les Ivoiriens des hommes politiques. Tout le monde est... C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les Ivoiriens vivent sans heurte et puis dire les hommes politiques viennent. Il faut... Non, vous voulez forcément qu'il adhère dans votre... Non, c'est pas ça que... Je ne cherche pas un soutien. Vous avez une thèse où vous dites que la Côte d'Ivoire, je défends la thèse. Non, ne dénaturez pas. Vous avez la nature de dénaturer les choses. Non. J'ai dit... Non. J'ai la parole. Monsieur Siriki. Pardon, laissez-moi finir. Monsieur Baïchi. Je termine. Est-ce qu'il peut intervenir comme Laissez-le terminer. Vous êtes déjà deux, déjà que ça pèse sur nous. Vous êtes deux. Non, nous sommes un. Moi, je suis du FPI, je suis seul. Vous êtes du RATP, vous êtes deux. Si on ne l'a pas dénoncé, si on ne l'a pas dénoncé, c'est pas grave. Les Ivoiriens voient. Donc, quand même, vous êtes venus nous envahir. Vous êtes deux, on est seuls, chacun dans son parti. Donc, il faut nous laisser parler. Sinon, on devait parler 2 fois chacun, parce que vous êtes deux. Donc, si on vous a toléré, il faut nous laisser parler. J'étais en train de dire que, en ce qui concerne les Ivoiriens, je fais la part des choses, parce que c'est une réalité. Moi, j'ai fait mon lycée à Gagnoa. Mon oncle y vivait, il était exploitant forestier. Il n'y avait pas de différence entre l'exploitant forestier, Agni qu'il était. Il n'y avait pas de différence entre les BT et lui. Il vivait en BT. Donc, et ça continue, de mon point de vue. D'accord. De mon point de vue, ça continue. Mais les histoires de être maire à Saint-Fra et machin, c'est ça qui pose un problème, c'est différent. Merci beaucoup. Ok, je voudrais juste marquer peut-être une rapide pause en nous replongeant un peu dans la résolution du conflit qui a eu lieu à Bouna avec Eugène Atoubé. C'est dans une atmosphère calme et tranquille que Bouna a accueilli l'équipe du médiateur de la République. Objectif de cette autre présence, s'assurer si les engagements pris 10 mois plus tôt en faveur de la cohésion sociale et la paix par la communauté vivant à Bouna ont oui ou non été tenus. Éventuellement, relever les écueils et obstacles rencontrés. La crise n'est pas totalement finie dans les esprits des Bounaïens et qu'il est important de continuer à sensibiliser ces populations à la paix. On a multiplié des actions pour des rencontres entre les communautés pour les appeler vraiment à la retenue, à ne pas se venger, à considérer davantage nos hôtes. Nous sommes prêts à faire tout possible pour qu'il y ait une paix durable. L'engagement des communautés en faveur de la cohésion sociale tient en 12 points, au nombre desquels le respect de l'autorité de Garakorni II, roi de Bouna, et de tous les chefs coutumiers. Respecter la différence ethnique, politique et religieuse, faire recours aux comités de suivi et aux pairs médiateurs pour une gestion pacifique des conflits. Aujourd'hui, les communautés se fréquentent, il y a le marché qui est réunifié, l'autorité du roi qui était constatée et respectée. Pour moi, les obstacles, c'est de faire tout pour bannir les associations ethniques et demander au renforcement de nos cadres, que les cadres s'impliquent. Les populations dans leur ensemble et tous les acteurs participant à l'atelier de Bouna ont convenu qu'il faut régler la question de la manipulation des populations par les acteurs politiques. Opter pour le partage des postes électifs au plan local et surtout appeler les cadres, anciens comme jeunes, à leur responsabilité, au risque, disent-ils, d'être jugés par l'histoire. C'est une crise qui est arrivée et ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que cela ne puisse plus arriver. Sinon, entre les populations, à vrai dire, il n'y a pas de souci en tant que tel. Globalement, on peut dire que la situation est véritablement sur la bonne voie. Il y a des acquis, il y a des avancées sur le plan de la réconciliation,
Cette fois-ci, quelques cadres sont venus, mais le gros lot est à Abidjan. Et nous nous proposons de les rencontrer, de leur rendre compte de ce qui s'est passé et les inviter à encadrer leurs parents. En attendant, Bouna retrouve progressivement sa cohésion sociale, son harmonie intercommunautaire et poursuit sa marche vers le développement et le progrès, sous le regard du comité local de suivi installé par le médiateur de la République, un organe neutre et apolitique. Ok, monsieur du RHDP, j'ai envie de dire pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Mais voilà, ce que nous venons d'entendre confirme bien ce que nous voyons là. Tant que nous ne nous focalisons pas sur la politique, les Ivoiriens, il y a solution à leur vivre ensemble. Voilà, à leur vivre ensemble. Je suis vraiment complètement peiné par la conception de M. Navigué à tout ramener. J'arrive. Non, je suis réel. Si vous me laissez m'exprimer, telles qu'elles sont. Il y a la capacité du citoyen à vivre, comme M. Bénier l'a dit, le Baoulé vivrait à Korogo, à Ferké, et c'est le cas. Mais il ne faut pas tout ramener au combat électoral. Il faut régler cette question. C'est pour ça que la question première qui a été posée, elle était liée à la question foncière. Non, voilà. La question électorale on ne peut pas la faire sortir du social. Les politiques font partie de la société. Donc quand il y a des problèmes sociaux, que les politiques interfèrent dans ces problèmes sociaux, le problème devient politique. Oui, ça nous sommes d'accord. Écoutez, le problème devient politique. Et c'est dans ce sens-là que je dis... Oui, mais je parle de la question électorale. Oui, vous ramenez tout à la question électorale. Non, c'est vous qui ramenez tout à la question sociale. Et vous faites la différence entre le politique et le citoyen. Je vous dis que le politique fait partie du citoyen, il fait partie de la société. Donc il faut régler, trouver des solutions, s'il vous plaît, M. Cramon. Non, c'est moi qui parlais, donc c'est vous qui allez m'écouter, s'il vous plaît. Il faut trouver des solutions idoines, plutôt que de faire la politique de l'autruche. Je vous dis, il ne faut pas tout ramener à la question électorale. Puisque tout à l'heure, ce que vous avez dit, ce que vous avez relevé, c'est l'incapacité aux populations de Ferké. La question, je répondais à la question. Mais M. Thomas Benchi, ils sont déjà deux. Mais je ne suis pas en train de vous calomnier. Si on ne peut pas parler... Je ne suis pas en train de vous calomnier. Je finis de parler et vous intervenez. Mais c'est moi qui ai la parole. Je vais vous donner la parole, chacun son tour. Nous avons invité 2 représentants du parti au pouvoir, 2 représentants de l'opposition. Je suis d'accord avec M. Bénier quand il dit que les Ivoiriens peuvent vivre partout en Côte d'Ivoire, mener leurs activités en toute tranquillité, partout en Côte d'Ivoire. C'est vrai, quand il s'agit de la question électorale, et moi je l'ai reconnu, j'ai dit qu'il y a encore du travail à faire. Ce n'est pas que cela n'a jamais existé. D'ailleurs, le tout premier député de Côte d'Ivoire, il s'appelle comment? Félix Houphouët-Boigny, il a donné l'exemple. Il était le député de d'où? Houphouët-Boigny a été député de Korogo. Ça veut dire que ça n'est pas si impossible que ça. Nous avons dit... Il a posé une question actuelle. Il parle de maintenant. Mais justement, je suis en train de dire que ça n'est pas illusoire. La situation s'est peut-être détériorée, mais elle peut se corriger. Mais c'est de ça qu'il faut qu'on parle. C'est de ça qu'il faut qu'on parle. Ça va être la deuxième question. Nous avons vu un reportage. Gérer un pays, c'est gérer les problèmes de ce pays. Le parti que nous avons, qui a une vision pour la Côte d'Ivoire et qui gère ce pays de façon très sage et lucide, avec à sa tête un président qui est imprégné de nos réalités, qui a donné des consignes très fermes pour que la cohésion sociale soit un programme politique, un programme du gouvernement, et à l'épreuve donc de cette question de cohésion sociale. Je le dis encore ici. Quand vous avez vu ce reportage nous enseignait un conflit qui est survenu dans une localité de la Côte d'Ivoire. Les mécanismes ont été mis en place pour juguler ce problème. Ça veut dire que quand on a une crise dans une localité, nous avons des mécanismes, tant au niveau de l'État que des autres ressources, des autres valeurs de cette région pour pouvoir calmer cette crise. Mais cela ne veut pas dire, parce que quand j'ai écouté mon frère Navigué, qui a décrit un tableau, je ne me croyais même plus en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut aller dans les quartiers, les populations ne sont pas en guerre, en conflit. Va dans les villages. Mais quand il me dit que c'est une illusion, le pays, je lui dis, c'est bien beau, mais la réalité est que les Ivoiriens vivent en paix chez eux et c'est aux politiques
de ne pas instrumentaliser les crises qui peuvent survenir dans la vie d'une nation. Sur ça, je rejoins mon frère. Je le dis. C'est ce que nous avons dit. Et donc, nous, en tant que tels, nous faisons la promotion de la cohésion et nous avons des preuves. Oui. Justement, je voudrais prendre au bon ce que tu venais de dire. Oui. C'est aux politiques de faire en sorte que la cohésion sociale se tienne, s'établisse. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est quoi? La cohésion sociale est mise à mal. Quand un homme politique, dans son discours, dit « on va vous broyer, on va vous détruire », mais ça ne participe pas à la cohésion sociale. Or, on entend ça beaucoup de la bouche des hauts cadres de votre parti, le RHDP. Ah oui. La fois dernière à l'Assemblée nationale, j'ai même félicité Mme Marietou, et je lui ai dit « Madame, mais il y a des meetings qui se tiennent les samedis, les dimanches. Est-ce que vous entendez ça? Qu'on va vous broyer? » Elle a reconnu. Ah si. Mais oui, vous pouvez dire... oui, mais la réalité... et on finit par chercher à broyer vraiment. Quelqu'un assis dans... Mais oui, vous pouvez minimiser. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Monsieur Bénier. Mais si, c'est la réalité, c'est la vérité. Ça ne participe pas à la cohésion sociale. Un complément. C'est-à-dire que ce que je regrette, c'est de venir faire la langue de bois ici, la politique de l'autruche, voir la réalité telle qu'elle est. Je ne nie pas que dans les conflits, dans les communautés, il y a des conflits qui sont des conflits sociaux et qui n'ont rien à voir avec le politique. Mais je dis que la façon dont la politique est pratiquée d'une certaine façon en Côte d'Ivoire par le RDR, avouons-le, a, si tu veux, cristalliser les tensions en Côte d'Ivoire depuis un certain temps. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'un phénomène qui était banal de transporteurs peut se transformer tout de suite en un phénomène de conflit communautaire, de crise sociale et de crise politique dans un environnement donné. C'est de ça. Du fait d'un parti politique? Non, pas forcément du fait d'un parti politique. Donnez des exemples. Étayez ça avec des exemples. Par exemple, à Béoumi. Oui. À Béoumi, il y a eu un problème entre des transporteurs et finalement, c'est devenu un conflit entre les Baoulés et les Malinqués, cristallisé par les tensions politiques. Vous comprenez? Donc, ce que nous disons, c'est que si les tensions sociales restaient au plan des tensions sociales, elles pourraient avoir des solutions. Mais quand elles sont instrumentalisées par le politique, et les discours politiques qui sont tout aussi violents que les actions politiques du RDR, ça crée des cristallisations, ça cristallise les phénomènes. Ça, c'est une litanie maintenant. Alors donc, on n'en sortira jamais. Oui, mais on ne peut pas en sortir. Tant que vous faites ça, on ne pourra pas en sortir. Il faut changer le discours. Ce pays est géré au quotidien. On a un gouvernement qui est au travail, qui fait ce qu'il a à faire pour ses Ivoiriens. Et vous écoutez notre télé. Je vous donne un seul exemple. Il y a quelques années, là, on a utilisé cette même télévision que nous sommes qui est en train d'être suivie. On a vu des appels ici au meurtre, ouvertement, soutenus par un parti politique. Parce que nous ne voulons pas... Nous vous écoutons depuis. Nous avons décidé de venir ici aujourd'hui pour dire ce que nous faisons pour avancer. Sinon, ne nous faites pas croire que ce pays-là n'a pas d'histoire. La RTI que vous voyez, on a vu des appels ici, ouverts, pour rechercher ici des ethnies, des communautés, pour appeler au massacre de ces communautés. Non, je sais de quoi je parle et vous savez. Moi, je ne reviens pas là. Je dis que ce gouvernement travaille au quotidien pour faire en sorte que la cohésion sociale soit maintenue. Et cette cohésion sociale est maintenue en Côte d'Ivoire. Vous avez quelques poches de conflit, mais donnez-moi un seul exemple. Vous avez pris l'exemple de Béoumi. Mais sur toute une année 2019, dites-moi, sur toute l'étendue du territoire national, combien de conflits vous avez eu pour pouvoir nous faire croire aujourd'hui que ce pays est en conflit partout? On a cité... Non. Mais donnez-moi deux ou trois exemples à part Béoumi. Qui est réglé. Qui est réglé. Oui, deux. Sur combien de localités en Côte d'Ivoire? Sur combien de localités en Côte d'Ivoire? Je peux vous citer plein. Le Mont Peko. Non. Parce que les conflits au quotidien. Maintenant, quelle est l'instrumentation politique est venue de qui? De qui? Des politiques?
Et donc la justice s'est saisie de ce dossier, est en train de faire le travail. Approchez la justice au niveau de Béoumi. Vous verrez comment vous déniez encore le droit à la justice. Vous ne reconnaissez plus la justice de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut... Vous êtes dans la négation permanente. Il faut animer ce débat de manière à ce que les téléspectateurs puissent en tirer profit. Vous ne croyez pas à cette justice de Côte d'Ivoire? Je voudrais qu'on puisse remémorer un peu le conflit que vous citez. Vous croyez que la justice en Côte d'Ivoire est juste, M. Siriki? Droit dans les yeux? Là, nous sortons un peu de nos préoccupations. Béoumi a été un problème. Des cadres sont venus, ont travaillé, l'État a travaillé. Et ce dossier aujourd'hui est même dans la main de la justice de Côte d'Ivoire, qui est en train de mener ses enquêtes, qui est en train de travailler à ce que les coupables, parce que quand on parle aussi de crise, on parle aussi d'impunité ou de culpabilité. Oui, de la gestion même de la crise. L'État n'est pas assis, n'a pas assisté à ce conflit sans réaction. Donc je dis qu'il y a toujours la capacité de l'État à gérer les conflits. On parle de mais monsieur Navigué, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez organiser le débat? Oui, monsieur Thomas Benchi. Quand la parole est d'un côté, c'est moi qui avais la parole, monsieur Siriki nous a arraché. C'est moi qui parlais. Je vous la ramènerai. C'est vous qui désorganisez le débat. Non, non, non. Ah mais si, vous le savez. Vous le savez. Donc juste conclure pour que l'on revive. Bon, alors nous allons revivre un peu le conflit de Béoumi, voir comment il a été amoindri et il s'est estompé. Avec Kwame Kwadjo. Faisant le point de la situation à ce jour, le préfet du département a indiqué que 14 décès ont été enregistrés, 2 disparitions, 120 blessés, 22 interpellations, 2 gardes à vue et d'importants dégâts matériels. Le président du conseil régional de Gbeke et le maire de Béoumi souhaitent que la justice fasse son travail et préconisent cependant la liberté provisoire pour les chefs de village incarcérés. Le médiateur de la République a rappelé sa mission qui est de renforcer les bases de la cohésion pacifique et l'unité entre tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Béoumi est une ville qui nous est chère et c'est une ville de convergence de populations venues d'horizons divers depuis plusieurs générations. Ces peuples, aux réalités culturelles différentes, ont su pendant plusieurs décennies vivre ensemble. Vous devez continuer à perpétuer les vertus de l'hospitalité et de la cohabitation harmonieuse qui ont jadis caractérisé le peuple godais de Béoumi. Adama Tounkara a exhorté les jeunes particulièrement à être le fer de lance de la paix profitable à tous. Vous convenez avec moi que la paix, la stabilité sont porteurs d'emploi pour vous les jeunes. En effet, chaque fois qu'une région connaît des affrontements comme ceux que Béoumi a malheureusement connus, les investisseurs ou les projets créateurs d'emplois s'éloignent. De Béoumi, le médiateur de la République a rappelé aux Ivoiriens leurs responsabilités afin de jeter un regard critique sur ces conflits qui menacent le socle de l'unité nationale. Un hommage appuyé a été rendu aux autorités qui ont pesé de leur poids pour faire baisser la tension à Béoumi. Bien, une autre activité, un autre secteur d'activité qui peut être porteur de conflits, c'est l'orpaillage clandestin qui porte à la fois sur le foncier et qui est une activité réputée lucrative. Mais quand les politiques s'en mêlent, d'une part, on parle d'étrangers armés et d'autre part, on parle de xénophobie et de retour à l'ivoirité. Alors, je veux comprendre pourquoi une activité illégale, une activité dévastatrice même de l'environnement est appréhendée de façon aussi différente. M. Konaté Navigué. Oui, merci M. Thomas Benchi. La question de l'orpaillage est devenue un phénomène social en Côte d'Ivoire. J'ai été surpris de voir qu'en parcourant le nord de la Côte d'Ivoire, qui était jusque-là épargné par ce genre de phénomène, le nord est envahi, tous les villages sont envahis par ces orpailleurs clandestins qui viennent et qui s'installent. Je ne sais même pas pourquoi on appelle ça orpaillage clandestin, puisque c'est au vu au su de tout le monde, de toutes les autorités, et personne ne réagit pour mettre fin à ce phénomène qui pourtant, l'on sait que c'est pour détruire les terres. Alors, donc,
quand ça vient se mélanger au problème foncier, c'est une poudrière. C'est une poudrière qui est là. Et je pense que pour ces questions, tout comme pour les questions ethniques dont on parle liées au foncier, il y a un travail sérieux à faire sur l'immatriculation des terres en Côte d'Ivoire. Il faut faire le travail sérieux sur le foncier. Les chiffres qu'on a aujourd'hui qui sont à notre disposition montrent que c'est très coûteux pour l'État. Je crois que c'est au-delà de 40 milliards si l'État doit faire vraiment l'immatriculation totale de toutes les terres. Mais je pense qu'il faut que l'État se donne les moyens pour régler une fois pour toutes. La loi a été votée en 1998, elle a été modifiée. Il faut qu'on puisse immatriculer ces terres et donner à chacun, selon le droit coutumier, à chacun ces terres pour qu'on puisse résoudre les questions qui sont liées à ces questions de phénomène. Mais l'orpaillage est devenu un phénomène et c'est très inquiétant. Et je me demande si les autorités aujourd'hui ne sont pas, par moments, complices de ceux qui s'installent dans les villages et qui envahissent encore les villages. Monsieur Beignet, parler d'étrangers armés qui font l'orpaillage, est-ce que c'est être xénophobe? Monsieur Thomas Bayanki, c'est une réalité sur le terrain. Je pense que sur ces sujets-là et sur bien d'autres, on aurait pu avoir quand même un minimum de consensus. Et je suis surpris que nos amis du RHDP, quand on évoque ces situations, ces choses-là, on dit non, non, ils n'aiment pas les étrangers. Ah bon? Bon, ils sont là. Mais quand le président Bédié a dénoncé l'orpaillage et tous ces étrangers qui arrivent, qui sont armés, je vous dis, dans ma zone où je suis député, il y a au moins 5 sites d'orpaillage. 5 sites. Il y a 3 anciens et 2 nouveaux. Vous voyez, à un moment donné, on se dit, mais ils font exprès ou quoi? Parce que, comme il le dit... Mais pour qui? Ils font mais les autorités. Ah d'accord, ok. Le préfet est là. Le commandant de brigade est là. La police est là. Ils sont tous là. Et l'orpaillage, au moment où nous parlons, continue. Il y a une protection quelque part? Mais la population n'est pas protégée. Non, ceux qui sont orpailleurs, ils sont mais protégés. Ils sont armés. Je vous cite vous êtes journaliste. Non, monsieur Konaté, laissez-moi finir. Vous êtes journaliste. Vous avez la possibilité aussi d'aller sur le terrain. Donc, comme vous êtes sur le terrain... Moi, je suis en train de vous dire, moi, je suis dans une zone, vous allez en Basso, il y a l'orpaillage. Vous allez à Bétier, il y a l'orpaillage. Vous allez à Bébou, à Uyonso, à Nzaranou, à Ibila Sokoro. C'est des zones qui sont dans ma circonscription. L'orpaillage sévit, avec toutes les conséquences que vous pouvez vous imaginer. Sur l'environnement. Sur l'environnement, même la crise sociale. La crise sociale, les problèmes communautaires. Forcément, il peut y avoir des problèmes de cohabitation avec les uns et les autres. Mais donc, quand on voit ça, on se dit, mais finalement, le gouvernement fait exprès ou quoi? On se pose des questions. Parce que quand même, quand un préfet est dans une région, il a une autorité. Quand il y a un commandant de brigade, il a une autorité. Pourquoi alors l'orpaillage, qui a fait l'objet d'un traitement au gouvernement, continue sur le terrain? On se pose quand même des questions. On vous amène la question. Je suis très heureux d'entendre mon frère Bédié appeler un minimum de consensus sur des questions aussi essentielles que le problème de l'orpaillage clandestin. C'est un phénomène que personne ne peut nier. On le voit. Et on voit aussi l'action que le gouvernement mène pour juguler ce phénomène. Mais vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et allez, chez moi à Bokanda, il y a aussi de l'orpaillage clandestin. Le phénomène sévit. Je ne suis pas là pour... On ne va pas situer les responsabilités ici. Mais j'arrive. J'arrive. Allons-y. Vos terres... Sinon, a priori, nous on dit que ce sont les hommes politiques. Voilà. Mais ce ne sont... Mais les hommes, c'est qui les hommes politiques? Mais Bénié Broudakoua est député. C'est sa responsabilité. Mais bien sûr, mais mais alors, donc, faut pas... Je convoque Konaté, c'est moi qui ai la parole pour l'instant. Vous avez vu que nous avons eu la sagesse d'écouter Bénié Broudakoua. Ce n'est pas parce que nos cœurs ne brûlaient pas. Mais nous avons la sagesse, parce que nous souhaitons nous faire entendre. Nous avons eu l'intelligence de l'écouter jusqu'au bout. Voilà, allez-y, ils vont vous écouter. Alors donc, c'est sa responsabilité. Alors quand il passe sous silence sa responsabilité, à lui, il est député PDCI-RDA. Il peut entreprendre des choses là-bas. Et il dit c'est le RHDP. Ou le RDA. Oui, c'est là où je veux vous interpeller. Je dis c'est notre responsabilité à nous tous. À nous tous. Les autorités locales. Je me souviens,
une localité, je crois que c'est Guékanou, si je ne m'abuse, une année, toute la brigade de gendarmerie a été démantelée. Tout le monde a été affecté. Parce que le département en charge de cette question a noté certaines choses qui justifiaient que cette réaction soit prise. Donc, ça n'est pas parce que nous ne réagissons pas, ça ne fait pas parce que l'autorité en charge de la question ne réagit pas, mais c'est une question, je dirais peu, en disant que c'est une question complexe. Les propriétaires terriens, chez moi, dans mon village, j'ai insisté pour que l'orpaillage clandestin ne soit pas, ne se pratique pas dans mon village. Jusqu'à une période récente, nous avons réussi à contenir le phénomène. Mais un jour, j'ai été réveillé à minuit pratiquement. C'est un de mes neveux, puisque nous avons eu un décès et tout le village est resté autour de ce décès pendant une semaine. Les gens ne sont pas allés au champ. Une fois le deuil levé, mes parents vont au champ. La zone protégée a été fouillée. Donc mes neveux et cousins sont allés guetter pour voir qui c'est qui a fait ça. À 23 h, ils ont appréhendé donc des orpailleurs qui sont venus d'ailleurs venir exploiter. Ainsi naissent le conflit. Ainsi naissent le... Donc ils m'ont appelé. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit, mais il faut les mettre à la disposition de la gendarmerie. On les a mis à la disposition de la gendarmerie, ils ont été déférés au tribunal. Les enquêtes menées, il se trouve que c'est certains de mes propres parents, hein, propriétaires terriens, qui m'accusent, moi, d'être trop riche, ou bien assez riche pour me passer de l'orpaillage clandestin. Et donc, eux, n'ayant pas mon nantissement, doivent pouvoir disposer de leur terre. Donc, ils passent outre les injonctions que nous avons prises pour donner des terres. Donc, c'est à ces phénomènes-là que nous avons affaire. Alors, toute la classe politique doit faire consensus. Il faut que nous recherchions tous ensemble les solutions aux problèmes, plutôt que de stigmatiser les autorités en place qui se débattent justement pour trouver des solutions à ce phénomène qui est un problème grave. Voilà, merci beaucoup. Merci. D'abord, on reconnaît donc ici que ce n'est pas un phénomène qui date de l'arrivée au pouvoir du RHDP. Deuxièmement, s'il vous plaît, nous sommes tous ici, nous sommes des élus, nous avons grandi ici, nous connaissons quand même que l'orpaillage clandestin, c'est une réalité depuis plusieurs années. À moins qu'on ait ni toutes les évidences ici, ce qui ne me surprendrait pas. Deuxièmement, nous avons aussi, comme ça a été dit tantôt ici, nous avons un phénomène social, un phénomène socio-économique même, je dirais. Mais pourquoi c'est maintenant que des leaders politiques qui avaient la possibilité de condamner ça il y a plusieurs années, pourquoi c'est maintenant qu'ils condamnent? Et quelle est la nature des propos quand ils condamnent, qu'ils parlent d'étrangers armés? Mais moi, je pense qu'il faut respecter quand même les forces de défense et de sécurité de ce pays. Il faut respecter aussi le travail qui est fait par même des populations organisées aujourd'hui pour lutter contre ces phénomènes, dont souvent la culpabilité et la responsabilité ne provient pas seulement de l'extérieur, mais est tout en interne, comme ça a été dit. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire, face à ce problème, a pris des mesures. Des brigades sont aujourd'hui au travail pour lutter farouchement contre l'orpaillage clandestin. Donc, on peut donc dénoncer l'orpaillage clandestin, mais en même temps, quand on indexe une communauté ou des communautés, là encore, le politique revient dans une danse macabre pour pouvoir donc indexer une communauté et susciter quoi? Une insurrection, donc veut créer des troubles pour pouvoir assouvir son dessein. C'est ce que nous avons dénoncé. Donc ce n'est pas la peur de prononcer le mot, ce mot est prononcé par chacun de nous. Le gouvernement utilise ce mot régulièrement et dit aux Ivoiriens régulièrement l'ensemble des actions menées. Je pense que notre collègue, le ministre des Mines, qui vient d'une région où cette activité est à même de se mettre à votre disposition. Nous sommes ici, la thématique c'est comment le politique instrumentalise. Moi je reste toujours dans la constance. Sur ce dossier, nous avons vu des politiques surgir subitement, constater subitement que l'orpaillage clandestin existe et en même temps on menait leur propre enquête pour situer des responsabilités, mais en situant ces responsabilités, quel est le vocabulaire qui a été utilisé? Étrangers armés. Et qu'est-ce qu'on voulait dire aux Ivoiriens? Vous venez dans un village,
Vous dites à ces villages, il y a des étrangers armés qui sont là sur vous. Mais l'enquête démontre, tout à l'heure, un fait banal a été démontré. Il a lutté farouchement contre le paillage clandestin. Arrivé à la justice, on s'est rendu compte que c'est même encore les propriétaires terriens qui ont donné. Donc, voyez-vous, il faut faire attention au langage. Et c'est le langage, il faut qu'il y ait une éducation au langage politique. Les faits sociaux, les conflits sociaux ne finiront jamais. Mais que le politique ne pense pas que c'est en instrumentalisant ces conflits qu'il peut avoir des moyens électoraux ou bien qu'il peut créer une insurrection en vue d'assouvir ses desseins. Réaction, M. Beignet, puis on va boucler ce dossier. Je pense que ces messieurs sont dans le... Je ne sais pas comment qualifier cela. Leur paillage se fait au vu au-dessus de tous et on sait que c'est des étrangers qui portent des fusils. Donc ils sont armés. Pour revenir à ce que Cramo disait, mais Cramo, j'ai passé mon temps à faire ça depuis 2013. C'est ma responsabilité, oui, mais je le fais. Depuis 2013 Depuis 2013. D'accord, donc ça date quand même depuis 2013. Mais depuis 2013, bien sûr. Merci. Vous pensez que quoi? Depuis 2013. D'accord. Et ensemble, depuis 2013, ensemble, les responsabilités... mais enfin, c'est quand même triste, hein. On était ensemble en ce moment, ça n'a pas été... Oui, mais ce n'est pas ça le sujet. Okay, la substance du sujet, c'est quoi? Toutes mes excuses. C'est pas ça le sujet. Le sujet, il y a un problème majeur qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Oui. Et moi, je me réjouis du fait qu'eux, ils reconnaissent finalement que leur paillage clandestin existe, que ça a pris toute la Côte d'Ivoire. C'est reconnu. Et Cramo ne peut pas dire que ce n'est pas les étrangers qui sont sur les sites. Des Ivoiriens comme des étrangers. Mais donc pourquoi quand on dit qu'il y a étranger, vous êtes déjà fâché? Non, mais vous ne pouvez même pas... C'est-à-dire dès l'instant où on dit étranger, l'Ivoirien ne peut plus dire étranger. C'est ce vocabulaire étranger là. Dès que le président Bédié a fait son communiqué, vous dites étranger, là vous n'êtes pas sérieux. Vous sortez tous vos... Mais enfin, quand vous allez au marché d'Agamé, il y a des Ivoiriens et il y a des étrangers. Donc c'est comme toutes les activités. Mais on vous dit... Que sur les... Personne ne dénie. Dès l'instant où on est sur un site ivoirien, on est sur des sites ivoiriens, que des étrangers sont là, armés, il faut s'en inquiéter. Je suis surpris que vous n'êtes pas inquiet. Ça me en tant qu'homme politique, moi je suis surpris que vous n'êtes pas inquiet d'aller enquêter et voir qu'il y a des étrangers sur les sites que je viens de citer tout à l'heure. Pas un complément, mais je veux me prononcer sur la question. Vous venez d'assister, finalement, tout ce qu'ils ont dit, que le président Bédié a fait ça, il vient de donner raison à Bédié. À jamais. Faites attention. Nous parlons de la manipulation des faits le communiqué qu'il a produit, vous avez banalisé. Aujourd'hui, voilà, tout le monde reconnaît qu'il y a des orpaillages clandestins. Deux, qu'il y a des étrangers armés. Monsieur Beignet, c'est vous qui sortez les noms des gens. D'accord. Mais sinon, puisque vous avez sorti, voilà. Je renchéris sur ce qu'a dit M. Konaté. Je crois que depuis 2013. Monsieur Cramo, M. Navigué aussi, ça brûle son cœur, il a envie de parler. Après, il va se plaindre. Allez-y, Non, c'est un phénomène sérieux. Il suffit de faire le tour des villages. Pour ceux qui sont sur le terrain savent que c'est un problème très sérieux et il y a la complicité à la fois des populations sur le terrain dans beaucoup de coins et puis les non-ivoiriens sur les différents sites. Ce que je ne comprends pas, peut-être que vous êtes au gouvernement, vous pouvez nous expliquer, c'est je ne vois pas une action commune des autorités avec les responsables politiques mener la sensibilisation du danger que pourrait porter à moyen et à long terme sur l'exploitation des terres de cette sorte-là. Quand je prends une région de chez nous, la région chez nous comme ça, si on y prend garde, d'ici 10 ans, 15 ans, les populations n'auront plus de terres cultivables. Et c'est d'autant plus dramatique que quand la terre est exploitée à une certaine profondeur, elle est détruite, on ne peut plus faire des cultures. Bien sûr. Alors, je suis surpris que tout le monde dise que c'est l'orpaillage clandestin, mais en même temps, qu'il n'y ait pas des mesures concertées, des actions concertées entre les politiques pour la sensibilisation des populations, parce qu'elles peuvent le faire naïvement.
Elles peuvent le faire naïvement, quelques miettes qu'on leur donne et puis bon, mais ça passe. Mais il y a des coins où même quand les forces de l'ordre s'en vont, elles sont tuées, elles sont abattues. Je vais vous rassurer. Pas les gens qui justement, partout. Donc, je veux dire que je ne sens pas des mesures vigoureuses du gouvernement. Quand on parle des autorités, quand on parle de la responsabilité des politiques, là, mais c'est beaucoup plus l'État qui a les moyens, qui doit agir et faire agir dans ce genre de situation. Or, je trouve que c'est timide. Franchement, dans ma région, c'est timide et je suis encore curieux de savoir pourquoi une telle timidité devant un phénomène qui est en train de ravager dangereusement notre société et notre région. Je voudrais en tout cas rassurer M. Navigué que le gouvernement a bien conscience de cet état de fait et il ne se passe pas un seul jour sans que nous ne voyions dans des reportages à la télévision. Même encore, je suivais le journal télévisé hier, j'ai vu que des clandestins avaient été appréhendés, des sites fermés, détruits. Il ne se passe pas de jours, une semaine, sans que nous n'ayons de reportages dans les faits divers comme dans d'autres reportages. Bien évidemment, compte tenu de l'ampleur de la situation, vous nous dites qu'il faut encore aller plus fort. Au moins, vous reconnaissez qu'il y a des actions. Maintenant, vous demandez qu'on parler à la place des autres. Laissez-moi le dire avant de le proclamer. Vous avez dit que c'est timide. C'est la télévision, les Ivoiriens nous voient. Je peux vous rassurer. Ils connaissent les sites, ils vivent ces situations. En tant qu'élus, surtout que nous sommes tous des élus ici, bien sûr. Je pense que le message est bien compris. Ce gouvernement, soyez rassurés, ce président que nous avons n'est pas... C'est un président qui est à l'écoute de sa population. Et ce gouvernement a bel et bien posé le problème, n'a pas éludé le problème de l'orpaillage clandestin. Rassurez-vous, des mesures sont prises, vous dites qu'elles ne sont pas visibles, nous prenons note, mais rassurez-vous, c'est un défi pour le gouvernement comme pour ses populations. D'accord, le gouvernement fait ce qu'il peut et ce qu'il doit. Mais surtout, n'instrumentalisons pas politiquement un fait qui peut quand même être appréhendé autrement. Et nous condamnons tous ces grands mots qui ont été utilisés pour dénoncer cette situation, ce qui peut généralement créer plus de tensions. L'instrumentalisation est un phénomène politique normal. Politique du RDR qui a l'habitude d'utiliser ça. On peut en parler ici, Thomas, mais je veux. L'instrumentalisation politique, c'est votre fait. Nous allons arriver maintenant au rôle des politiques qui ont pu instrumentaliser certaines notions, mais un peu plus tard. Je voudrais quand même que l'on regarde le rôle que joue la médiature de la République dans la gestion de ces conflits-là, avec une tournée réalisé par le médiateur de la République. Le médiateur de la République, Adama Toukaran, en tournée de sensibilisation à Zonye, Danane et Diokwe. Pour rappel, Zonye et Danane ont été le théâtre d'affrontements intercommunautaires meurtriers le 21 novembre dernier. Pour ce qu'il en est de Diokwe, le lycée moderne a vu ses locaux vandalisés et son foyer incendié le 26 novembre passé. Face à ces situations qui ont occasionné une fracture du tissu social, l'institution de médiation est sur le terrain. Après des séances d'écoute des différentes couches des populations, des Zonye, Danane et Diokwe, le médiateur exhorte toutes les populations à la conciliation, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Aujourd'hui, au terme de ma visite à Zonye, à Danane et ici à Diokwe, je lance un appel fort à toutes les populations du Tonkwi, du Kavali et du Gomo de faire un effort, de ne jamais user de la violence pour régler les différends entre les communautés. Parce que la violence laisse toujours des traces indélébiles. Et c'est ce qu'on appelle le message que je lance à l'endroit de mes parents, de faire en sorte que plus jamais nous ayons à connaître les violences que nous avons connues les semaines passées. Pour consolider davantage les acquis et traiter la question de fond en comble afin de garantir durablement la paix dans ces localités, des comités locaux de veille seront mis en place sous l'autorité des préfets des régions. Le médiateur a offert des dons aux populations. Pour terminer sa mission, il s'est ensuite rendu au lycée moderne de Diokwe pour constater de visu l'ampleur des dégâts. S'adressant aux élèves, il leur a demandé de se concentrer sur leurs études et de tourner résolument dos à la violence.
Enfin, il a offert 5 ordinateurs de bureau au lycée moderne de Diokwe. Voilà, à côté des conflits, j'allais dire interethniques, c'est-à-dire au plan national, entre les communautés nationales, il y a aussi les conflits entre les nationaux et les ressortissants d'autres pays vivant en Côte d'Ivoire. Et cela me fait penser au fait qu'il fut un temps en Côte d'Ivoire où l'on parlait de l'ivoirisation des cadres. Il y avait même, je crois, un ministère qui portait cette appellation. Quelque temps après, on parle de l'ivoirité et puis c'est la catastrophe. Alors, Monsieur Dakwa, les politiques sont passés par là? Bien, vous me donnez l'occasion justement de donner la position de notre parti, le PDCRDA. Vous savez tous que le PDCRDA est un parti de rassemblement. Le PDCRDA n'a jamais cherché à diviser ni à exclure. L'ivoirisation, c'était pour Houphouët-Boigny de donner la possibilité aux cadres ivoiriens de remplacer les expatriés qui étaient venus travailler avec nous. Même certains cadres de la CEDEAO, venant de la CEDEAO, il fallait les remplacer progressivement. C'était la phase de l'ivoirisation pour permettre de remplacer justement ces personnes-là qui étaient venues avec leur expertise. Mais la Côte d'Ivoire a 60 ethnies. Il fallait, pour le président Bédié qui venait de prendre le pouvoir, dans la droite ligne de ce que Houphouët-Boigny avait fait, en rassemblant les étrangers, le président Bédié s'est dit qu'il fallait à un moment donné faire en sorte que la vie en communauté dans notre Côte d'Ivoire soit la plus aisée possible. Le concept a été créé parce que tout président de la République qui est soucieux de sa population doit avoir une vision. La vision, c'était de créer le concept qui va avoir pour socle l'identité de notre culture, l'identité culturelle ivoirienne. Qui est ivoirien? Qui doit être ivoirien? Donc, avec cela, le politique s'est saisi pour dire, bon, on veut exclure les étrangers, c'est pour ça qu'on a créé le concept. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Mais l'histoire a donné raison au PDCI et au président Bédié. On a dit qu'on a fait le coup d'État à cause de l'ivoirité. Mais normalement, le président Babo Laurent, dans sa sagesse, a ouvert le forum de la réconciliation. Merci. Le président Bédié a fait une intervention pour expliquer ce que c'est que l'ivoirité, que c'était un concept, que c'était culturel, que c'était sa vision. Donc normalement, on ne devrait plus avoir de crise à partir de ce forum de réconciliation. Mais qu'est-ce qu'on constate? La crise perdure, il y a eu la rébellion. Ensuite, il y a eu les élections qui se sont très mal passées. Et plus récemment, le gouvernement nous fait dire qu'il y a tentative de coup d'État encore. Donc l'ivoirité, ça a été un prétexte pour amener la Côte d'Ivoire là où elle est. Donc il faut que les gens aujourd'hui, nous puissions ensemble faire l'inventaire pour situer les responsabilités et repartir ensemble sur des bases nouvelles. Voilà comment je comprends l'ivoirité, telle qu'elle avait été conçue. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché, M. Konaté Siliki? On fait une intervention croisée. Le concept ne vaut que par la réalité que ce concept crée. On n'a pas besoin ici de tourner l'ivoirité à créer des clivages énormes dans notre société. L'ivoirité, dans son instrumentalisation politique, a pu ici catégoriser des Ivoiriens. Et on a vu même que c'est allé même loin pour s'attaquer à la question de la candidature de certains Ivoiriens. Donc c'est ce qui a été retenu par l'ensemble des Ivoiriens. À partir de ce moment, on a bel et bien compris que c'était plutôt une volonté manifeste d'écarter un candidat et ses électeurs du jeu politique. Et cela a créé malheureusement ce que ça a créé dans notre pays.
Nous sommes en 2020. En 2010, nous avons travaillé ensemble avec le PDCI. Une élection s'est tenue et le PDCI est allé avec le RDR au deuxième tour, ce qui a permis donc la victoire du président Alassane. Donc quand vous voyez ça déjà, nous ne sommes pas en conflit parce que quand il est en train d'escamoter ou bien de réduire les choses comme s'il y a une violence permanente, chaque événement, il faut le situer dans son contexte. Les élections se sont passées, il y a eu des contestations au niveau des résultats, mais nous avons géré le pays après ensemble. Donc nous avons fait 2011, 2012 jusqu'en 2019 où il y a maintenant une crise au sein de l'appareil du RHDP, mais en réalité, la question était jugulée déjà. Donc ne nous replongeons pas dans l'ivoire, comme si la Côte d'Ivoire est restée dans l'ivoirité. Ça aussi, il ne faut pas traverser les faits. Il y a eu une évolution constante. On est allé quand même à des schémas politiques où nous avons travaillé, où nous avons géré un pays ensemble. Ce que nous disons ici, que ce soit l'ivoirité d'hier, ou d'avant-hier, ou d'aujourd'hui, ou de demain, toute politique qui se construit sur la division de la société, sur l'instrumentalisation des ethnies, ne peut pas faire long feu en Côte d'Ivoire. C'est la leçon qu'il faut retenir. Aujourd'hui, il faut revenir. C'est pour ça que nous avons été surpris que la question simple ici de l'orpaillage ait été ramenée encore à des proportions pour pouvoir ramener les populations à se battre entre elles. Nous disons qu'il faut sortir de là. Tout concept n'est utile que s'il donne des résultats. Et le résultat n'était pas bon. Aujourd'hui, il faut avancer vers donc une nouvelle construction de notre pays avec un nouveau langage et ne pas penser que ce que nous avons fait hier, qui nous a fait perdre, peut nous faire gagner aujourd'hui. Ça ne passera pas. D'accord. Monsieur Konaté Navigué. Oui, le Front populaire ivoirien est un parti intégrationniste. Tout le monde le sait. Parti progressiste de gauche. On a intégration. Donc nous sommes pour l'intégration des populations, notamment sur les critères, les exigences de la CEDEAO, communauté à laquelle nous faisons partie. Donc ce n'est pas un problème pour le Front populaire ivoirien. Sur la question d'ivoirité dont vous parlez, effectivement, ce que j'ai compris de l'ivoirité, c'est que c'est un concept culturel qui était mis en place pour les productions culturelles ivoiriennes. Et l'ivoirité est née, s'il vous plaît, en 1945 à Dakar, avec les étudiants ivoiriens. Ça aussi, il faut le noter. C'est-à-dire que c'est après la naissance de l'ivoirité que la politique de l'ivoirisation des cadres est arrivée. Le président Bédié l'a repris dans un livre. Il a repris la notion d'ivoirité dans un livre en 1994, je crois, Les chemins de ma vie. Ce livre-là, et je crois que vous n'étiez pas encore, vous étiez encore au PDCI, ce livre a fait l'objet d'un séminaire entre les intellectuels du FPI et les intellectuels du RDR, dans le cadre du Front républicain à l'hôtel Ivoire, j'y étais, où on a passé sous le crible de la raison critique, le livre. Et les aspects positifs du livre et les aspects sur lesquels on pouvait interpeller un certain nombre d'acteurs politiques sur la question. Et quand les événements se sont déroulés en 1999, après donc ce séminaire, les actes de ce séminaire-là ont été sortis de ce contexte et a été instrumentalisé politiquement avec les événements de 2000 choses. Et puis c'est devenu autre chose que ce que le concept. Donc le texte a été sorti de ce contexte et ça a servi de prétexte pour faire la politique de la xénophobie, etc. etc. Donc, il faut situer les choses dans leur contexte et c'était bien de restituer les faits. D'accord. Monsieur Kramo, alors, pour sortir un peu, parce que nous n'allons pas faire le procès de l'ivoirité. Oui, tout à fait. Moi, je n'ai vraiment pas... Quel pourrait être le rôle des étrangers dans la politique, dans les politiques nationales? Le rôle des étrangers dans les politiques nationales? Aucun. Mais pourquoi pas? Mais bien sûr qu'ils ont un rôle important. Ils ont leurs intérêts dans le pays. Ils doivent participer à la vie de la nation conformément aux règles établies par la Constitution et les lois qui dépendent de cette Constitution. Donc, tant que les étrangers sont en conformité avec nos lois, mais ils ont pleinement leur place. Mais je voulais dire que je salue la réaction de mon frère Konaté. Je ne voudrais pas revenir en arrière sur tout ce qui a été douloureux, tout ce qui a constitué des plaies pour la Côte d'Ivoire. Nous devons tirer expérience de toutes ces douleurs-là. La Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny l'a laissé en 1993 en bon état. En 1993.
Après lui, il y a eu des tribulations. Jusqu'à ce qu'en 2005, les enfants d'Houphouët-Boigny qui s'étaient éparpillés aient l'intelligence de proposer quelque chose. Et cette chose a permis à la paix de se réaliser en Côte d'Ivoire et de nous permettre de faire le chemin que nous avons fait jusqu'à maintenant. Le mûrissement de ce projet a donné naissance au RHDP dans lequel je me trouve aujourd'hui et dont je suis le directeur exécutif adjoint en charge de la mobilisation. C'est le projet de la reconstitution de la famille d'Houphouët-Boigny, ce qu'Houphouët-Boigny a laissé à la Côte d'Ivoire en 1993. C'est sur de tels projets que j'aimerais que nous nous prononcions, pas sur l'ivoirité. Ça peut être un concept culturel. Je voulais qu'on sorte de l'ivoirité. Je finis. Ça peut avoir été un concept culturel, mais un concept culturel qui a produit des choses peut-être par incompréhension. Mais la réalité est qu'il y a eu des douleurs. Vous avez tous parlé d'instrumentalisation par rapport à ce concept et tout, donc nous sommes d'accord. Mais ce que je veux qu'on apprécie tous, c'est le rôle que doivent jouer les étrangers dans la politique d'un pays. C'est ça. Je vais vous mettre à l'aise. Nous sommes dans un pays qui a une constitution, comme tous les pays du monde, et cette constitution donne à chacun sa part. Nous avons des accords avec d'autres pays, dans le cadre régional comme dans le cadre international. Et je pense que chacun évolue dans le cadre donc, de ces règles établies par notre pays. Il n'y a pas ici, je ne crois pas que la Côte d'Ivoire soit un pays où on estime aujourd'hui qu'il y a un danger qui plane sur nous parce que, non, vous avez vu combien, nous avons plus de 25 millions d'habitants. Le corps électoral en Côte d'Ivoire est de 6 millions pour l'instant. Donc, ce corps électoral a été établi par les partis politiques qui sont allés à des élections. Donc, il n'y a pas de péril. C'est lorsqu'on brandit souvent l'étranger pour pouvoir susciter une mobilisation de sa communauté électorale que nous disons, attention, le politique va loin. Et c'est ça le thème de cette soirée. C'est de dire comment le politique peut faire face aux problèmes qui surgissent dans nos sociétés en étant quand même responsable, en évitant d'instrumentaliser pour pouvoir atteindre d'autres objectifs qui sont loin d'être l'objectif même de la politique et de servir la population. Oui, allez-y. Vous savez, le drame dans ce pays, c'est qu'il y a des mots qui sont... C'est-à-dire, on nous interdit d'utiliser certains mots. Oui, vous pouvez faire beau, mais il ne s'agit pas de ça. Cher ami, le problème est crucial. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, dans notre pays, aujourd'hui, je ne peux pas me lever aujourd'hui pour aller au Niger pour avoir un terrain. Je ne peux pas, en tant qu'Ivoirien. Mais les Nigériens sont ici, ils ont leur terrain. Comment on protège les Ivoiriens en même temps, en étant en harmonie, en vivant en harmonie avec les étrangers? Tel est l'enjeu. Tel est l'enjeu. Et si nous n'avons pas compris cela en tant qu'hommes politiques, nous aurons échoué. Nous devons faire en sorte que les étrangers vivent à l'aise, mais en même temps que l'Ivoirien ne soit pas chez lui étranger. Nous sommes d'accord. Alors, c'est pour cela que j'ai aimé votre question. Quel est le sens qu'on donnait à l'ivoirité? Aujourd'hui, on a fini de faire cela, l'acte qu'on a posé en chassant le président Bédié du pouvoir. Mais tout le monde se rend compte que finalement, on l'a chassé pour rien. Puisque vous n'avez pas réglé le problème, hein, le problème que la Côte d'Ivoire vit, on est toujours en permanence. Dès l'instant où on a mis des fusils en 1999 dans ce pays, les fusils continuent de tourner. C'est la démonstration que je voulais faire, j'étais en train de faire tout à l'heure. Oui. Il faut qu'on arrive un jour à faire l'inventaire, et Rameau l'a dit, l'inventaire de toutes les crises. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait le coup d'État? Pourquoi on a fait la rébellion? Pourquoi on est allé jusqu'à des élections où il y a eu meurtre d'hommes? Jusqu'à... C'est pas reculé. À chaque fois, on ne fait pas d'enquête. On ne fait rien du tout et on avance. On ne fait pas d'enquête, on ne fait pas d'inventaire et on avance. Forcément, ça va se répéter.
Sur ça, quand même, D'accord. il est bon de rappeler. Juste que monsieur... Non, gardez votre préoccupation. Ok, d'accord. Juste, monsieur, naviguez. Allez-y, dites-nous un peu. Non, mais la question de l'étranger en Côte d'Ivoire, quand même, ça a une histoire. Je crois qu'avant 1990, le président Houphouët-Boigny avait permis aux étrangers de participer au vote en Côte d'Ivoire. Et après 1990, avec l'avènement du multipartisme, le Front populaire ivoirien, à l'époque, a pris ce combat-là comme étant un combat légitime à l'époque. Et on l'a mené jusqu'à ce que, je crois qu'on prenne une loi pour dire qu'à partir d'un certain temps, les étrangers n'ont plus le droit de vote en Côte d'Ivoire. Il est évident que tous ceux qui votaient déjà, ils ont certainement gardé les papiers, etc., etc. Et la Côte d'Ivoire est une mosaïque de la CEDEAO. Il faut qu'on trouve de façon intelligente la cohabitation pacifique entre les peuples. Voilà. Il ne peut pas exister un pays qui n'est pas d'étrangers, de non-nationaux. Et s'il est vrai qu'il ne peut pas exister ce pays, il est aussi important qu'on puisse intégrer toutes ces intelligences et tous ces corpus, mais sans disparaître. D'accord. Juste une remarque pour qu'on vienne aux étrangers et aux activités. Je voulais quand même dire que quand les différentes crises sont intervenues, la crise la plus longue, c'était la crise quand même de la rébellion. Mais la Côte d'Ivoire s'est retrouvée. Les acteurs politiques se sont retrouvés dans des forums et en Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ont ensemble analysé ces faits dont vous parlez, ont même produit à la suite de l'analyse de ces faits des solutions que nous avons appelées les différents accords politiques qui existent. Parce qu'il ne faut pas aussi, et quand vous lisez ces accords, les mêmes interrogations que vous vous posez ont été posées dans ces accords. Donc ce n'était pas des crises pour rien. C'est des crises qui ont été discutées par les grands acteurs. On a appelé en son temps les grands acteurs. C'était qui? Le président Laurent Gbagbo, le président Bédié, le président Alassane et Guillaume Soro, qui était le secrétaire général donc, des Forces Nouvelles. On a produit des documents qui existent aujourd'hui. Réalisez ces documents, vous verrez que l'ensemble de ces acteurs a fait le constat, mais ça existe. Votre parti est signataire, vous devez donc avoir une copie. Ces livres disent les causes des différents conflits et disent aussi ce qu'il y a à faire, tant au niveau social, au niveau économique, au niveau de l'armée et au niveau même encore de la question politique pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre. Ce n'est pas des étrangers qui sont venus discuter ces contenus. Nous l'avons signé. Et utiliser ces contenus, vous comprendrez que les crises ont eu des explications et des schémas de sortie. Donc aujourd'hui, il s'agit aujourd'hui de ne pas venir nous faire croire que l'ivoirité a été quelque chose de beau, de bien. Moi, je ne suis pas à l'origine du concept. Je dis qu'un concept n'est utile, n'est bon que si on regarde son applicativité sur le terrain. Oui, on vous a entendu sur ce problème. Je rebondis sur ça pour dire que mais quand on instrumentalise un concept, il est forcément mauvais. Si on l'instrumentalise d'un sens ou dans un autre. Il est évident que sur la question du vote des étrangers, comme elle est réglée, il faut qu'on se donne les moyens en Côte d'Ivoire cette année pour les élections qui arrivent, pour limiter les dégâts. En faisant un recensement électoral normal, en discutant sur l'environnement électoral, le code électoral, etc. Le gouvernement a de bonnes nouvelles pour vous. Ah, ok. Donc, le gouvernement a de très bonnes nouvelles pour vous. Ah, d'accord. Les discussions vont avoir lieu bientôt, je ne voudrais pas anticiper. Rassurez-vous que nous avons un gouvernement qui est en discussion permanente. Monsieur le ministre, je vais vous raccourcir. Non, mais vous m'arrachez la parole. Il y a un débat. Vous m'arrachez la parole. C'est lui qui m'a touché. Non, je pensais avoir un scoop. Non, il ne va pas te dire un scoop. Il ne va pas te dire le scoop. Alors, oui, donc je conclue rapidement pour dire que le souci aujourd'hui des Ivoiriens, c'est que le recensement sur les listes électorales, il a été tellement biaisé durant ces dernières années que si on ne le fait pas... Durant quelle année? Depuis l'élection de 2015. Depuis l'élection de 2015. Oui, depuis l'élection de 2015. Depuis l'élection de 2015, mais le président a pu aller à ces élections. Oui, il allait. Ce n'est pas parce qu'il allait que tout a été réglé. Ce n'est pas parce qu'il y a trop de problèmes dans l'environnement électoral, etc. Donc, je veux dire, cette année, il faut que le gouvernement se donne les moyens d'inscrire les Ivoiriens sur les listes électorales. Merci. Si l'on veut avoir une élection transparente, il faut que la plupart, le maximum, tous les Ivoiriens puissent s'inscrire sur les listes électorales pour que les élections soient ouvertes à tous. Maintenant, si tu as une bonne nouvelle, si vous avez des bonnes nouvelles... La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement est constant dans le dialogue, comme il a fait au niveau de la commission électorale indépendante, va bientôt, dans quelques jours,
recevoir l'opposition politique en Côte d'Ivoire pour discuter cette fois-ci de l'essentiel d'une élection que vous avez relevé ici, parce que c'est un élément de cet ensemble, c'est le code électoral. Oui. Et je vous demande déjà d'informer, le gouvernement l'a déjà fait, le président de la République officiellement l'a annoncé. Je pense que c'est là le cœur du sujet. Et nous attendons vraiment de l'opposition, et la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens attendent de l'opposition, si elle veut vraiment aller à ces élections, qu'elle vienne faire des propositions fortes qui nous permettent d'aller à ces élections sans problème. Et nous sommes preneurs d'une discussion. Je vous permettrai de revenir en conclusion. Et nous allons les exposer. Nous tendons vers la conclusion. Mais il faut les appliquer, nos propositions. Il y a un aspect que je voudrais qu'on regarde, ce sont les étrangers dans les activités économiques en Côte d'Ivoire. Le sentiment existe en chaque Ivoirien selon lequel il se fait en Côte d'Ivoire ici des activités que les Ivoiriens ne peuvent pas faire ailleurs, même dans les pays voisins. Et ça, cela peut créer des frustrations lorsque on connaît l'ampleur du chômage et de la recherche. Alors, pourquoi dans cet ensemble intégré, la CEDEAO des peuples, là, il y a de telles divergences? Monsieur Banji, le président de la République, si vous le suivez, souvent hausse le ton par rapport aux accords économiques que nous avons dans la sous-région. Et avec le patronat, lorsqu'il se déplace, c'est toujours avec le patronat. Et il ne manque jamais de rappeler la réciprocité. Que ce que la Côte d'Ivoire, parce que c'est les accords, en réalité la Côte d'Ivoire respecte les accords que nous signons. Que les autres et le problème que nous avons, voilà, et le président chaque fois intervient là-dessus. Je pense que si cela est fait, parce que c'est bon de vivre ensemble, d'avoir un grand marché ensemble, mais il est bon qu'on permette donc aux entrepreneurs ivoiriens de pouvoir avoir les mêmes conditions qui sont déjà inscrites dans les accords que nous avons signés. Et je pense que nous sommes d'avis que chacun doit pousser pour que cette réciprocité se fasse voir dans le grand ensemble que nous avons choisi pour vivre ensemble, qui est l'UEMOA, la CEDEAO et d'autres cadres. On tend vers la fin, oui, vraiment. Je dis c'est exactement ce que je voulais dire. Il y a des accords qui existent entre les États. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, pour sa part, respecte ces accords et ouvre son marché donc, à tous les ressortissants de la sous-région. C'est malheureux s'il existe des États membres de la CEDEAO qui sont normalement soumis à ces mêmes règles, mais qui ne l'appliquent pas assez de manière à ce que leur marché soit ouvert à nos concitoyens. Il faut travailler. Il faut travailler, comme le président le fait si bien, afin qu'eux aussi puissent respecter ces règles-là, comme nous aussi nous le faisons. Mais ce n'est pas parce que ces États ne respecteraient pas ces règles que nous devons nous aussi nous inscrire dans le non-respect de ces règles. Nous constituons un bon exemple. Je pense que nous devons persévérer dans ce bon exemple, au point de contaminer dans le bon ceux qui sont récalcitrants. Je prendrai ça comme mot de conclusion. Monsieur Navigué, quelle solution peut-on préconiser pour que ces conflits intercommunautaires ne soient pas amplifiés, ne soient pas récurrents et ne puissent pas constituer des difficultés? Le Front populaire ivoirien propose les États généraux de la République, les EGR. On ne peut pas faire l'économie de la réconciliation en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire l'économie de... Il faut... si nous prenons le pouvoir dans quelques mois, nous allons organiser ces États généraux de la République. Les États généraux ont une histoire. Par exemple, en France, sous l'Ancien Régime, c'est des États que le roi convoque pour régler toutes les questions essentielles politiques et financières. Et jusqu'à Louis XVI, les États généraux se faisaient en France pour régler toutes ces crises. Quand vous sortez d'une crise, il faut faire des États généraux, il faut faire une réconciliation pour que chacun vienne parler des fondamentaux du pays. La question de la Constitution, la question du foncier, la question des institutions, les questions de la justice, les questions de la sécurité et de la défense. Il faut que les Ivoiriens se retrouvent. Les États généraux pour une réconciliation, pour régler toutes les questions, pour que la Côte d'Ivoire soit stable, pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Vous voulez faire ça avant les élections ou bien après les élections? Après 2020. C'est le gouvernement qui organise. Donc après 2020, vous allez proposer ça aux Ivoiriens, après la prise du pouvoir. Ah d'accord. Voilà. Pour le moment, on va aux élections. Au niveau du PDCI, permettez que l'on conclue. Ah, ou bien vous ne voulez pas aller aux élections? Non, on est prêt. Il faut nous dire. Pour le moment, on va aux élections.
Et après, vous aurez le temps. D'accord, oui, allez-y, monsieur. Je voudrais dire à M. Cramo, mon ami Cramo, que le président de la République est le président de la Côte d'Ivoire. Il doit s'occuper d'abord des Ivoiriens avant de s'occuper des étrangers. Donc si les pays limitrophes n'appliquent pas un accord, à un moment donné, quand même, il faut s'arrêter pour dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons travailler parce que ce qui risque de se passer, c'est quoi? La frustration des Ivoiriens peut déboucher sur un conflit entre Ivoiriens et non-Ivoiriens. Et ça, la crainte, ça va être ça. Il faut travailler à faire en sorte que la cohésion soit garantie dans notre pays. Merci. Protéger, la meilleure façon de protéger les étrangers, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens, qui sont leurs frères qui sont venus trouver, eux aussi gagnent à manger. Voilà. Non, ce n'est pas une politique, c'est une suggestion. Oui, c'est une suggestion. Parce qu'il me dit, parce qu'il me dit que le président de la République et le président des Ivoiriens, il doit travailler d'abord pour les Ivoiriens. Mais je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis que la Côte d'Ivoire respecte les accords qui lient. Mais le président de la Côte d'Ivoire doit travailler d'abord pour les Ivoiriens. En quoi faisant? Les Ivoiriens. Mais si les gens ne respectent pas, on ne respecte pas. Voilà. Ils ne peuvent pas venir ici, prendre le gâteau des Ivoiriens et puis repartir chez eux comme ça. Encore l'instrumentalisation. En 30 secondes, veuillez conclure. Je voudrais donc rassurer les Ivoiriens que nous saluons, qui ont suivi ce débat. Nous sommes des émissaires de notre parti, ce parti qui est au travail au quotidien pour eux, qui fait des routes, qui donne de l'eau, qui construit des écoles, qui sécurise le pays, et le pays est sécurisé, qui aussi va à la compréhension des problèmes de nos concitoyens. Et soyez rassurés, nous avons été tous rassurés hier que la communauté nationale et internationale reconnaissent que ce pays est en paix. Nous continuerons de travailler, mais nous demandons aux politiques de présenter des programmes, de présenter des bilans et de s'éloigner de l'instrumentalisation, surtout. Merci. Je voudrais vraiment vous remercier, messieurs, d'avoir vraiment répondu à notre invitation, malgré les fêtes, malgré les événements dans le pays. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez répondu. Et ça me conforte encore dans cette idée que j'émettais à la première émission, qu'il est vraiment préférable de venir sur un plateau de télévision, se battre à coups de mots, plutôt que d'aller se battre à coups de fusil, à coups de coupe-coupe sur le terrain politique. Merci de votre attention et à bientôt. Ceux qui veulent faire des transitions, il faut s'adresser à eux. Qui a parlé de ça?